quand tu comprends un petit peu la logique, comment ça fonctionne et surtout que tu comprends que tu auras toujours des problèmes et que tu finiras toujours par trouver les solutions, donc que tu comprends la méthodologie pour résoudre tes problèmes, et bah, la tech, c'est plus le facteur limitant. Tu commences à ouvrir tes chakras sur d'autres choses et c'est ces autres choses qui ensuite vont faire de toi un développeur ou un profil technique compétent et pertinent. Hello et bienvenue dans Take Your Dream, le podcast qui transforme tes rêves tech en réalité. Ici, pas besoin d'être un expert ou de tout connaître sur la tech. Que tu sois au tout début de ton idée ou déjà en route vers la réalisation de ton projet, ce podcast est fait pour toi. Toutes les 2 semaines, j'explore le parcours de ceux qui ont osé rêver et se lancer dans l'aventure tech. À travers leurs défis, leurs réussites et leurs erreurs, tu trouveras l'inspiration et les conseils dont tu as besoin pour toi aussi faire le grand saut. Take Your Dream, c'est ton espace pour rêver, apprendre et surtout passer à l'action. Alors, prêt à transformer tes rêves en réalité ? C'est parti ! Bienvenue dans cet épisode un peu spécial. Pour les auditeurs, auditrices de Développeur Experience, vous remarquerez que l'introduction ne commence pas comme d'habitude. Et pour les auditeurs, auditrices de Take Your Dream, vous vous demandez mais qui est cet homme qui parle ? Parce que oui, aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle dans le jargon un crossover, c'est-à-dire un épisode animé par 2 animateurs de podcast, Tamara et moi, et qui est publié sur nos podcasts respectifs. Ce sera donc un épisode au format un peu différent des formats habituels parce qu'on va tous les deux vous partager nos retours d'expérience autour des sujets produits. Tamara, je pense qu'il serait de bon augure qu'on se présente, n'est-ce pas ? Ouais, ça peut être pas mal. Alors, je te laisse commencer. Allez, du coup, moi, c'est Tamara. Donc, j'ai 35 ans et je suis dans la tech depuis 12-13 ans. Donc, j'ai commencé par faire de la programmation, donc d'abord embarqué. Donc, je travaillais vraiment sur des produits, que ce soit des cartes à puce, j'ai fait de l'aéronautique, des onduleurs pour des sous-marins nucléaires. Enfin, j'ai fait plein de petits trucs toujours autour de l'embarqué. Donc, pendant 8 ans, il y a 3 ans, je me suis mise à mon compte. Et là, je me suis dit, en embarqué, c'était un peu compliqué parce que je me disais, ouais, je suis souvent en labo, c'est un peu compliqué de faire du télétravail. Et j'ai déménagé, j'avais très envie de faire du télétravail. Et je me suis dit, on va essayer de faire du web. J'en avais jamais fait. Et j'ai mis 1 mois et demi à trouver mon premier travail en freelance, donc du développement web. Et j'ai commencé par faire du front, donc l'interface. C'est marrant parce que du coup, tout le monde me disait, vu que tu as fait de l'embarqué, tu devrais faire du back. Et pourtant, j'avais très envie de faire du front parce que j'adore la partie visuelle et voir vraiment ce que je fais. C'est un peu ce qui me manquait aussi avant. Donc, je suis partie sur le front et petit à petit, j'ai rencontré de plus en plus de problématiques au niveau vraiment de l'organisation des startups avec qui je travaillais, au niveau de ce qu'on me demandait de faire. Et ça m'a fait me tourner vers une envie de faire du design de plus en plus. Parce qu'il y avait beaucoup de problématiques sur ça dans les startups. Donc, j'ai commencé une formation en design. Mais spoiler, je l'ai toujours pas fini. C'était il y a 2 ans et demi. Et j'ai intégré une startup il y a 2 ans maintenant, un peu plus. Donc, qui à la base cherchait un développeur. Donc, j'ai postulé en tant que développeur, mais j'ai jamais fait de dev pour eux. J'ai fait du design et je suis rapidement passée sur la partie produit. Et je pense qu'on en parlera sur le reste de l'épisode. Du coup, je te laisse te présenter un peu plus sur ton parcours. Ouais, alors moi je m'appelle Donatien, je suis développeur de reconversion. Donc je suis moins un dinosaure de la tech que toi. Moi ça fait 5 ans que je suis dans la tech. Ça fait que 5 ans que je suis dans la tech. J'ai donc commencé en tant que développeur et progressivement évolué vers des rôles plutôt de leadership technique et produit, en passant notamment par un rôle que j'aime beaucoup qui est celui de product engineer. Et aujourd'hui, ou du moins à la date où sortira cet épisode, je suis CTO dans une entreprise de fintech qui fait du recouvrement bancaire, pour la faire courte. Et à côté de ça, je suis aussi le créateur du podcast Développeur Experience, où j'explore les parcours de celles et ceux qui font la scène tech. Et le but étant de permettre aux auditeurs et aux auditrices de monter en compétences et de dépasser leur blocage en se nourrissant de ces retours d'expérience. J'avoue, j'ai même pas parlé de mon podcast. Hein. Allez, je te laisse le faire si tu veux. C'est l'instant promo. Bon, du coup, moi, j'enregistre Take Your Dream, qui était avant Take Me to Your Startup, donc où je parle ou avec des personnes du métier ou avec des entrepreneurs qui ont lancé leur projet tech, donc pour inspirer et donner envie aux gens qui veulent se lancer dans des projets tech de se lancer. Super.
Est-ce que tu veux qu'on commence par échanger un petit peu plus en détail sur nos parcours respectifs? Je veux bien que tu nous racontes un peu plus comment tu es arrivé sur le produit, parce que tu nous as vite fait dit que tu étais passé de dev à produit, mais je crois qu'il y a une histoire un peu plus longue. Ouais, en fin de compte, moi, je suis assez convaincu et c'est d'ailleurs, la thèse qu'il y a derrière, mon podcast Developer Experience, c'est que la 1re limitation quand tu rentres dans la tech en tant que développeur, c'est, tes compétences techniques et donc, pour les 2-3 premières années, ton plafond de verre, il va être vraiment défini par, tes compétences tech parce que, bah, tu connais pas bien, ton langage, tes frameworks, les méthodes, les comment est-ce que tu architectures ce que tu fais. Mais en fait, très vite, quand tu comprends un petit peu la logique, comment ça fonctionne et surtout comment que tu comprends que tu auras toujours des problèmes et que tu finiras toujours par trouver les solutions, donc que tu comprends la méthodologie pour résoudre tes problèmes et bah, la tech, c'est plus le facteur limitant et tu commences à ouvrir tes chakras sur d'autres choses et c'est ces autres choses qui ensuite vont faire de toi un développeur ou un profil technique compétent et pertinent. Et dans ces autres sujets, j'inclus, la compréhension du business et ton domaine métier, j'inclus évidemment le produit, j'inclus, les sujets organisationnels, les sujets de management, les sujets humains et cetera. Et donc moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au début, j'étais obsédé par mon code, par, «Oh là là, on me fait une code review, il y a ça qui va pas, il y a cette méthode que je comprends pas» et cetera. Et puis très vite, quand j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai commencé à ouvrir mes chakras et c'est là où, le produit a commencé un petit peu à arriver en tâche de fond parce que, bah, en direct, tu collabores avec un PM et donc, bah, tu commences à voir un petit peu ce qu'il fait. Et puis ensuite, je pense que, ce qui vraiment m'a plongé dedans, ça a été, un mélange entre curiosité et appétence tech. Moi, j'ai toujours été un geek, mais, pas geek qui bricole, mais plutôt geek, passionné par la technologie de manière générale. Un geek qui veut comprendre les choses. Donc c'est-à-dire, je peux autant être, fasciné par, du hardware, que ce soit une Apple Watch, un Apple Vision Pro ou un train, une fusée, un avion, tu vois? Donc vraiment l'objet technologique pour ce qu'il représente et par le software aussi, j'ai toujours été fasciné par toutes les apps, les solutions qui permettaient de résoudre efficacement des problèmes et donc tu mêles à ça une curiosité où j'ai toujours été intéressé de comprendre comment ça fonctionne et surtout pourquoi. Et donc en fait, quand tu commences à poser la question de pourquoi, dans la tech et particulièrement dans le domaine du logiciel, dans le domaine des SaaS, bah, le pourquoi, il t'amène inévitablement au produit. Parce que si tu veux comprendre pourquoi on fait les choses, c'est le produit qui le définit. Et donc, en creusant le pourquoi, bah, effectivement, très vite, tu tombes sur le produit et puis ensuite la sérendipité des missions, peut-être qu'on en parlera un peu plus en détail après, a fait que, je me suis retrouvé dans des rôles où il y avait, un trou béant sur le produit et du coup, la volonté de comprendre pourquoi et de résoudre ce pourquoi a fait que, bah, j'ai été attiré vers des rôles de produits, à la fois parce qu'il y avait un vide, à la fois parce que j'en avais envie et c'est comme ça que, progressivement, mon scope s'est élargi de développeur, pur à, ce que je disais product engineer, où en fait, j'étais à la fois, j'étais à l'intersection en fait entre, la tech et le produit et je pourrais même mettre une troisième dimension qui est le business et après à élargir encore parce qu'évidemment les 3 sont liés et je pourrais même maintenant dire, bah, voilà, sur les rôles de CTO, CTPO où, le produit est aussi une composante, essentielle que tu peux pas négliger. Est-ce que tu as tout de suite eu envie de travailler en start-up quand tu t'es mis en développeur, quand tu t'es reconverti? Non, je pense que je savais pas encore exactement ce que c'était qu'une start-up. Moi, j'avais envie de travailler dans la tech, ça c'est certain. Pour autant, j'ai compris ce que ça voulait dire une start-up en y étant, et en voyant la réalité au quotidien d'une start-up, c'est-à-dire un environnement dans lequel on brûle beaucoup de cash, jusqu'à ce qu'on trouve un business model qui soit viable. Et d'ailleurs, souvent l'amalgame est fait entre une start-up et une TPE et c'est pas la même chose. Une start-up, c'est une entreprise qui est encore en recherche de son business model et de son product market fit, alors que quand, l'entreprise en question a trouvé, le business model qui fonctionne et qui lui permet d'être à l'équilibre, voire d'être rentable, et de générer du cash, positif, bah, là, c'est plus une start-up parce qu'elle a fini de se chercher. Elle rentre plutôt dans la phase, on va dire, scale up, ou, voilà, une TPE, une PME. Quand tu racontes un peu ton parcours, tu as quand même un peu choisi de passer au produit? Ça, c'était un choix ou c'était plus tu y es arrivé par la force des choses? Je pense que c'est aussi un choix, tu sais, on parle beaucoup des profils spécialistes, vs généralistes. Moi, j'ai un profil, une personnalité très ouverte, comme je disais, très curieuse et j'aime bien m'intéresser à beaucoup de choses. La contraposée de ça, c'est que, me concentrer sur un unique sujet et le creuser extrêmement en profondeur, très vite, ça m'ennuie.
et donc j'aime beaucoup la pluralité. Donc en fait, je me suis dit devenir, le dev top du top, sur mon langage ou mon framework qui en l'occurrence était Ruby et Ruby on Rails quand j'ai commencé. Bah, je me suis très vite rendu compte que ça allait pas m'intéresser. J'avais pas envie de devenir la superstar du code, à proprement parler, et donc bah, j'ai ouvert, comme je disais, mes chakras au reste, et en découvrant le produit, je me suis dit: «Punaise, ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup», parce que en fait, le produit, si tu veux, je trouve que c'est assez, pluridisciplinaire. C'est-à-dire que c'est à la fois c'est une intersection entre du business et de la psychologie. C'est comprendre, les gens, en l'occurrence tes utilisateurs, comprendre un marché et les mettre au profit d'un business et d'une entreprise qui doit, générer du cash. Et ça, en ayant un peu cette fibre entrepreneuriale, ça me parlait beaucoup, et donc je pense que quand j'ai commencé à découvrir le produit, je me suis dit: «Putain, ça me parle beaucoup», peut-être même plus que, la tech pure, et donc c'est pour ça que j'y suis assez naturellement allé, parce qu'en fait, c'est beaucoup, de la résolution de problèmes, le produit, de manière très large, hein, mais c'est ça qui m'a plu. OK, super intéressant de voir ton cheminement. Tu l'as un peu esquissé dans l'introduction, mais comment est-ce que tu es passé de ingénieur logiciel, ingénieur embarqué pendant 12 ans à justement quelqu'un qui commence à mettre le doigt dans le produit? Ben moi, ça s'est pas du tout fait, de manière ni volontaire ni réfléchie. En fait, parce que tu parlais un peu du lien avec le business, et c'est vraiment un aspect dont je n'avais pas du tout conscience jusqu'à arriver dans le monde des startups. Moi, j'ai fait, pendant 10 ans, du développement, et bah, j'étais développeuse, je me posais beaucoup de questions sur le pourquoi, parce que moi, j'étais beaucoup sur la partie test, alors j'allais beaucoup, chercher comment fonctionnait le produit, pourquoi on faisait telle ou telle chose, et après je pense que je suis un peu comme toi, donc j'ai besoin de voir différentes choses, donc je changeais de boulot à peu près tous les ans. Donc ça me permettait à chaque fois de découvrir un nouveau produit qui était pas du tout dans le même environnement. Mais j'étais bien dans ce fonctionnement, enfin je me sentais bien en fait dans ce que je faisais. Mais quand je suis arrivée dans le monde des startups, donc quand je suis passée en freelance, pour le coup, j'ai tout de suite trouvé, travailler avec des startups, et là je me suis dit: «Bah, où c'est que je suis tombée?» Parce que, on passe d'un monde qui est ultra structuré où, bah, tu as tes tâches, tu sais pas forcément ce qui se passe avant, tu sais pas forcément ce qui se passe après non plus, donc c'est pas forcément l'idéal non plus, mais tu es dans un petit cocon, quoi. Et quand tu arrives dans une start-up, tu es plus, dans une fourmilière. Et du coup, bah, tu te retrouves vite confronté à: «Ah, il y a les demandes business, ah, bah, le client il dit ça, ah, bah, il faut faire ça», et ça part un peu dans tous les sens. La première start-up avec qui j'ai travaillé, donc j'étais purement en tant que dev, et je commençais déjà à ressentir un peu ça parce que, bah, du jour au lendemain, il y avait des priorités qui changeaient parce que, bah, il y a le client qui demandait, ou une nouvelle fonctionnalité ou quelque chose qui était pas prévu mais finalement fallait l'ajouter. Et là, j'ai commencé à me dire: «Ah ouais, mais du coup, je suis plus du tout dans le même monde», je m'en suis rendu compte. Après, je suis arrivée sur des projets, où c'était le bordel total, hein. Genre, genre sur 2 modales différentes, le bouton valider et annuler était pas du même côté. Enfin, c'est des petites choses qui ont l'air de rien, mais en vrai, quand tu utilises un produit, bah, ça saute aux yeux quand même. Petit à petit, j'ai commencé à me dire, en fait, ouais, il y a tout un monde, un écosystème autour du dev, et c'est quand même super important ce qui se passe, même si on s'en rend pas compte, en tant que développeur toujours, mais dès qu'on arrive en start-up, on se sent vite, concerné. Et donc je suis arrivée dans une, autre entreprise où là, c'était beaucoup plus compliqué. Même si je sentais dans les autres que c'était une fourmilière tout autour, j'arrivais quand même à faire mon métier. Une entreprise où je suis arrivée, je sentais que les relations étaient plus tendues, qu'entre les devs, ça marchait pas forcément, entre le business, les commerciaux, le SAV, enfin, ça se tirait un peu trop dans les pattes, et c'est là où, en fait, bah, moi, j'adore résoudre des problèmes, et là, j'ai commencé à me dire: «Mais il y a forcément quelque chose à faire, en fait. On peut pas laisser les gens se tirer dans les pattes comme ça, ne pas s'entendre, partir dans tous les sens». Enfin, ouais, j'avais un peu envie de peut-être pas moi toute seule, mais de sauver, ce qu'on pou enfin quelque chose, enfin, c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment, on a des problèmes, il faut trouver des solutions, et c'est ce que je faisais dans le dev, et là, en fait, au final, c'est ce que j'ai commencé à faire dans l'humain, et au final, c'est ça le produit un peu, c'est vraiment que tu commences à rentrer dans l'humain et tu es plus que dans la technique, quoi.
Voilà un peu comment je suis arrivée à ça. OK, alors qu'est-ce que tu penses maintenant avec, tes 2 ans de recul sur le produit? Comment est-ce que tu le considères, toi qui n'en avais quasiment jamais entendu parler avant? Que c'est dur. Dur par quels aspects? Oh, je pense par beaucoup, mais je pense que l'humain, je parlais d'humain, mais je pense que l'humain, c'est un des aspects les plus compliqués du produit. Alors qu'au final, on pourrait se dire, bah, tu au produit, tu dans la technique, tu réfléchis vraiment à comment on fait les choses, comment améliorer les choses. Mais pour moi, c'est vraiment pas ce qui est le plus dur. Enfin, le produit, c'est presque le plus simple de même si ça prend du temps parce que derrière les développements vont prendre du temps, mais au final, c'est pas là où tu te creuses le plus le cerveau. Je pense le plus dur, c'est vraiment, comment je fais avec l'humain, comment j'interagis, comment je pose les bonnes questions, comment j'essaye de mettre en place les bonnes actions pour que, tous les humains qui sont dans l'écosystème de l'entreprise, ils travaillent ensemble pour faire un bon produit. Donc concrètement, c'est quoi pour toi les implications humaines que tu classifies dans le produit? Par exemple, faire comprendre aux commerciaux que le dev ne se fait pas par magie. Ou trouver les bonnes priorités pour, aider le SAV, mais en même temps faire avancer le produit parce que on veut à la fois qu'il y ait des nouvelles fonctionnalités, mais à la fois on veut qu'il y ait pas de problème. Mais à la fois on n'a pas une grosse équipe de dev, dans les startups en général, donc comment on allie tout ça pour que l'entreprise tourne? Parce que c'est ça le but au final, c'est vraiment que l'entreprise tourne. Et ouais, c'est pas toujours facile parce que tout le monde ne va pas être d'accord parce que il y a des choses qui se font pas si vite que ça, même si, des fois on va te dire: «Beh, si, ça va te prendre 5 minutes». Mais non, non, ça prend jamais 5 minutes de de faire, même une correction, donc oui, c'est pas mal de paramètres à prendre en compte et je pense aussi c'est beaucoup, pouvoir, s'adapter, pouvoir changer les manières de fonctionner en fonction de ce qui peut arriver côté business, mais en même temps de garder un cap. Donc c'est tout un équilibre à trouver, quoi. Et donc ton rôle, là, tu l'articules comment entre composants de produits, composantes techniques? Moi, je pense que je suis très peu dans le technique maintenant. Enfin, je suis beaucoup, beaucoup dans le produit. Je pense que je parle beaucoup plus aux commerciaux qu'aux développeurs. Les développeurs, je vais aller voir, les priorités avec eux, mais après, c'est pas avec eux que je passe le plus de temps. En vrai, c'est vraiment avec les commerciaux, qui font aussi le SAV, mais c'est vraiment, beaucoup plus sur la partie produit business que sur la partie technique. Donc sachant que toi, tu es CPTO, c'est ça? Moi, maintenant, je suis un peu plus, PM. OK, d'accord. Donc il y a quelqu'un qui gère la tech ou pas? En vrai, je suis pas à fond sur les noms OK. parce que, je pense que dans une entreprise, en fait, chacun a sa place, que ça évolue et que c'est pas forcément nécessaire de toujours mettre des noms. Moi, j'ai nommé, dans l'équipe technique, maintenant, j'ai un lead dev qui peut aussi être, CTO dans les cas où il y a vraiment besoin. Mais, justement, en fait, parce que j'avais besoin de passer plus de temps avec le business, j'ai eu besoin de déléguer plus de choses côté technique. Intéressant. Et c'est quoi du coup les besoins, qui émergent sur le fait de devoir passer plus de temps avec le business? Bah, c'est vraiment comprendre les priorités à mettre en place, les rassurer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois que je passe beaucoup de temps à rassurer le business ou, même des fois, j'ai même besoin des devs pour rassurer le business, mais j'essaye au maximum de protéger la partie technique, en fait. En fait, un peu la mission que j'ai l'impression d'avoir, c'est de faire cette interface, qu'elle soit vraiment positive, que le business soit bien, que la tech soit bien. En fait, avant que je prenne ce rôle dans l'entreprise, le commerce allait tout le temps voir directement la tech et donc à la fois, ils avaient pas le temps de travailler, à la fois, ils étaient saoulés, clairement et à la fois le commerce, vu qu'ils ont pas le même langage, beh, ça pose vraiment des problèmes, de compréhension et des fois, je suis à côté d'eux, ils se disent la même chose, mais ils utilisent pas les mêmes mots et limite, ils sont en train de se dire: «Mais non, c'est pas ça que j'ai dit, mais non, c'est pas ça». Alors qu'en fait, si, ils sont en train de dire exactement la même chose et il y a ce problème de compréhension vraiment qui est difficile à gérer, quand il y a pas d'intermédiaire, en fait, entre, ce niveau produit. En fait, ce que tu décris, c'est clairement un rôle de leadership, quoi. C'est, Ouais. faire, le tampon entre, ce qu'il y a, soit au-dessus, soit en dessous, soit d'un côté et de l'autre pour effectivement que chacun puisse faire, son travail, sans être trop dérangé et avec les éléments dont il a besoin, quoi. Ouais, non, mais complètement. Enfin, en fait, pour moi,
enfin, si on peut faire du produit sans être dans le leadership, mais pas dans une petite entreprise où il y a qu'une personne au produit. Mmh. Je En fait, oui, je pense que dans les grosses entreprises et moi, j'ai jamais été produit en grande entreprise, donc je pourrais pas en parler, mais oui, il y a des personnes qui ont pas forcément de leadership. Mais ouais, je pense dans une petite entreprise, tu es obligé et puis même savoir dire non, en fait, c'est la base. Enfin, moi, des fois, je sais encore que les commerciaux, de temps en temps, ils vont essayer de gratter au niveau des devs et je leur dis toujours: «Vous dites non». C'est super dur à faire, en fait, pour eux. En fait, les devs, en général, ils vont dire: «OK, je vais regarder» et en fait, les commerciaux, ils entendent: «OK, c'est bon». Et moi, c'est même déjà arrivé qu'un commercial aille dire à un dev, «Est-ce que tu peux rajouter cette fonctionnalité, genre, pour demain, quoi?» Et le dev, il dit: «Bah, je vais regarder, mais pas sûr». Et après, moi, le commercial, il vient me voir, il me dit: «Il a dit oui». Donc après, je vais voir le dev, je lui fais: «Tu as vraiment dit oui?» Il me dit: «Mais non, j'ai dit que j'allais regarder». Je Donc moi, je leur dis toujours: «Tu dis non. Une fois que tu as dit non, tu vas regarder si tu peux le faire et au pire, ça fait une bonne surprise au commercial à qui tu peux faire le dev après, quoi». Mais non, faut apprendre à dire non, c'est vraiment un gros truc au produit aussi. C'est quelque chose que toi, tu essayes de mettre en place justement, des garde-fous, des mesures concrètes pour, éviter qu'il y ait, un peu cette perméabilité et que les gens bypassent les rôles qui sont là pour cadrer. Donc, en gros, que tu aies pas des gens du business qui viennent directement demander à tes devs, de faire des choses alors qu'ils ont déjà une roadmap, qu'ils ont déjà des tickets et ça va être juste de la distraction et de la perte de vélocité. Ouais, bah, en fait, enfin, pour moi, c'est le principal de tout ce que j'essaye de mettre en place, c'est lié à ça. Au début, les premières choses que j'ai mis en place, c'était clairement de dire aux commerciaux: «Vous arrêtez de faire des demandes en direct aux devs». Ça, c'est un des premiers trucs que j'ai dit et de temps en temps, ça marchait, mais je sentais que ça les rendait un peu ronchons, quoi. Des fois, ils me disaient: «Oui, mais j'avais pas le droit de parler au dev». Je lui dis: «Mais si, tu as le droit de lui parler, mais lui fais pas des demandes en direct tout le temps». Petit à petit, bah, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des outils de gestion de projet. Donc en ce moment, on utilise Monday. Avant, on a testé Jira, mais Jira étant très complexe, on n'arrivait pas à faire exactement ce qu'on voulait sans y passer des heures et clairement, j'avais pas le temps d'y passer des heures pour le comprendre. Tu vois ce que je veux dire, je pense? J'ai une allergie à tous les outils d'Atlassian de manière générale. Je trouve que c'est des usines à gaz pour quelque chose qui n'en vaut vraiment pas la peine. Voilà. Bah, en fait, enfin, je crois que j'ai passé un certain nombre d'heures à essayer de comprendre et à essayer de configurer ça comme j'avais envie, mais j'y arrivais jamais. Et en fait, les devs non plus, même quand les tickets étaient faits, ils n'arrivaient pas à adhérer à ce système et à aller sur à aller voir leurs tickets, sachant qu'on avait 4-5 devs, donc c'était pas indispensable. Aujourd'hui, on est passé sur Monday, donc qui est beaucoup plus simple. Et dans les derniers mois, on a même fait des formulaires, vraiment une page de formulaire où les commerciaux viennent remplir, parce que c'est une nouvelle fonctionnalité sur Monday, d'ailleurs. OK. Je fais la pub en même temps. Je suis pas du tout sponsorisée. Mais, heu, mais du coup, c'est super intéressant parce qu'on peut vraiment faire des formulaires qui ressemblent à une page internet, un formulaire, tout simple. Mais ça vient directement créer les tickets derrière sur Monday qu'on peut nous exploiter, côté dev. Donc enfin, ça change vraiment tout. Enfin, ça permet à la fois d'avoir, aux devs d'avoir une vision vraiment des bugs, qui arrivent. Même on a des alertes en cas de bug urgent. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Faut qu'on parle juste après de l'urgence parce que ça aussi c'est un gros sujet. Mais du coup, pour finir mon histoire de gestion de projet, donc ouais, là les devs arrivent vraiment à avoir une vision globale avec les systèmes de tickets et en même temps, les commerciaux sont contents de remplir des formulaires assez structurés. Au début, on passait directement par Monday, les commerciaux devaient venir dans Monday, créer leurs tickets et là, ils avaient un peu plus de mal, ils étaient un peu plus ronchons. Ils étaient plus, en train de voir ça comme une contrainte et au final, de leur créer des formulaires un peu sur mesure, on leur demande, des informations très spécifiques pour que vraiment s'il y ait un déroulé clair, bah, j'ai l'impression qu'ils le voient un peu plus comme un jeu et je trouve que ça apporte beaucoup parce que de leur apporte enfin, j'allais dire de la gamification, mais c'est même pas ça parce que c'est vraiment un formulaire qui est utile, mais ils le voient un peu plus comme un jeu que comme une contrainte, donc c'est vachement intéressant. Et bah, toi, du coup, de ton côté, tu as eu quoi comme système, pour vraiment aider à cette interaction? Alors déjà, je pense que juste pour revenir sur un truc que tu as dit, je crois que c'est important de pas juste castrer les gens. C'est-à-dire que tu disais que la première chose que tu as fait, c'est de dire au business d'arrêter de parler aux devs
Et je pense qu'il faut pas arrêter un comportement, mais il faut réussir à le translater vers autre chose. Et donc c'est bien que plutôt de leur dire: «Non, vous arrêtez de leur parler», dire: «OK, on va continuer à prendre en compte vos demandes, mais juste on va rentrer dans un système qui va être plus structuré et qui va permettre de les évaluer». Donc avec un système de formulaire et cetera, où après tu priorises et cetera. Ça c'est important de faire de la pédagogie là-dessus. Je pense que, moi je suis assez aligné avec ça, sur le fait qu'il faut mettre en place, des outils, et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, qui est de l'ordre de la communication. Pour, gérer correctement les priorités, il faut expliquer aux gens. Il faut expliquer aux gens les tenants et les aboutissants, parce que, comme tu disais, des fois, tu as le business ou le support qui te dit: «Non, mais là, tu peux pas me rajouter juste un bouton». Et tu as l'impression que mettre un bouton, c'est très facile. Et des fois, en fait, la logique qu'il y a derrière le bouton, elle est très compliquée. Et ça, en fait, quand tu n'es pas tech, c'est normal que tu comprennes pas ça. Parce que, tu pas du tout, la notion de qu'est-ce que c'est qu'un back-end, qu'est-ce que c'est de l'architecture, qu'est-ce que c'est que la gestion d'une base de données, qu'est-ce que c'est que des événements en cascade, et cetera. Et donc, si les gens, enfin, tu peux pas les blâmer pour les choses qu'ils ne savent pas et qu'ils ne comprennent pas. Et donc, je pense que c'est aussi très important de faire preuve de pédagogie et d'éduquer les autres parties, les autres, départements de la boîte qui viennent interagir avec la tech, bah, des implications de leurs demandes. Ça ne veut pas dire de faire d'eux des développeurs, bien évidemment, mais au moins, parfois, peut-être faire des petites immersions ou leur montrer des trucs pour qu'ils comprennent, que, c'est pas toujours aussi simple. Moi, c'est un truc que j'ai un peu, fait sur, les précédentes missions que j'ai eues. Je pense à une où, j'étais responsable de toute la plateforme, en freelance, et j'interagissais avec le head of growth, et ouais, j'essayais de lui montrer concrètement, des fois de me mettre à côté de lui, pour qu'il comprenne les implications de ces demandes. Pareil dans une boîte où le CEO, avait tendance parfois un peu à changer beaucoup de priorités, et essayer de le ramener à la raison et de créer en lui des réflexes de réfléchir aux implications de ces demandes d'un point de vue du temps de développement, du défocus, et cetera. Donc je pense que vraiment la pédagogie et la communication est un élément qui est vraiment très, très important. Ouais, je pense aussi, enfin, je suis sûre que c'est très important, mais c'est aussi très dur. Enfin, moi, je pense que j'en fais tous les jours, hein. Tous les jours, j'essaye de leur expliquer, je prends le temps de répéter 1000 fois les mêmes choses. Mais après, c'est pas évident. Enfin, je pense qu'il y a des commerciaux qui sont beaucoup plus sensibles, à la tech que d'autres. Et en fait, quand tu te retrouves, avec des commerciaux qui n'ont pas forcément l'habitude de ce milieu, qui n'ont pas l'habitude des plateformes, c'est vraiment très dur à mettre en place. Et moi, je me rends compte qu'ils comprennent, mais dès qu'il va y avoir des phases où ils vont être un peu plus stressés, où le business va être un peu plus tendu, bah, ils ont oublié, hein. Donc aussi, je pense que au produit, il y a aussi ce rôle de pédagogie, comme tu dis, mais aussi de répéter 1000 fois les mêmes choses. Et je pense que c'est quelque chose qui est très difficile parce que ben, c'est usant. Enfin, je trouve que c'est usant à force. Oui, il faut pas oublier que parfois c'est des équipes qui, d'un point de vue individuel, ont des intérêts qui sont divergents. Et donc des sales, leur intérêt, particulièrement s'ils sont payés à la commission, ça va être, de pousser autant que possible le produit, et quitte des fois à devoir, promettre des choses ou faire pousser des développements pour qu'il y ait d'autres clients qui signent derrière. Ce qui est pas du tout, l'intérêt d'une équipe tech ou produit, par exemple. Je suis pas trop d'accord avec toi là. C'est vrai? Ben, parce que tu parles d'intérêts divergents, je pense que mais ça, je pense que c'est plus le boulot des produits, mais c'est le boulot du Ouais, alors attends, CEO. juste, je parle d'intérêts divergents d'un point de vue individuel. Alors que d'un point de vue collectif, les intérêts doivent évidemment être convergents. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais je voulais ajouter, en fait, pour moi, c'est vraiment le travail du CEO, c'est de faire que les intérêts de tout le monde convergent. Et c'est même plus que le produit, parce que je pense que c'est un travail qu'on peut faire un peu au produit, parce que, au final, c'est le produit qui a vraiment la vision globale du projet, tout ça. Mais je pense que pour moi, c'est vraiment le fondateur, le CEO, c'est vraiment leur rôle, c'est que tous les métiers, sachent, vers où ils vont, et que tous les métiers convergent vers le but final du produit, quoi. Donc, je comprends les intérêts individuels, mais en fait, c'est un travail, plus en profondeur qu'il faut faire pour que les intérêts individuels de chaque équipe arrivent vers le même point. Même si les commerciaux, ils ont leur prime, s'ils vendent plus, même si les devs, ils ont un truc. Pour moi, c'est un rôle super important dans une startup, et c'est, vraiment super dur. Mais il faut vraiment trouver le point qui va faire ou que
tout le monde va se réunir autour d'un même objectif. J'ai une question qui est un tout petit pas de côté, mais par rapport à toi, à ton expérience en produit, comment tu fais quand tu arrives dans une petite organisation? Parce qu'en fait, là, dans tout ce que tu as dit, il y a quand même ce rôle de produit, un ou plusieurs, qui permettent de faire l'articulation entre tout ça. Comment tu fais quand tu arrives dans une petite organisation? C'est généralement des petites organisations qui a pas de rôle produit à proprement parler. Parce que souvent, sur les débuts des SaaS, on voit, c'est surtout une équipe tech, une équipe business. Et en fait, le rôle produit est soit géré par l'un des fondateurs qui a sa vision en tête, soit un peu en intérim par des devs qui s'occupent aussi de faire les tickets, mais on n'a pas forcément de CPO ou de lead produit ou de PM. Moi, je pense qu'il faut mettre en place des outils un peu de gestion de projet, mais tout en gardant un côté humain. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, ce que je parlais d'intérêt là, je pense que ça, faut le mettre en place dès le début, que les valeurs de l'entreprise, que tout le monde sache directement où on va et de le rappeler régulièrement. Enfin, en fait, c'est pas genre en mode ouais, ben on doit faire du business et puis c'est tout, tu vois. Faut vraiment qu'on sache pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, quel est l'objectif. Limite, tu vois, chaque mois, bah, avoir l'objectif du mois, mais que tout le monde soit au courant. C'est pas que les commerciaux qui doivent faire X de chiffre d'affaires. Faut que les devs soient au courant de savoir dans quelle direction. Est-ce que là, on est dans une phase où vraiment on va chercher du business et du coup, dans ce cas-là, ben, les devs, ils vont peut-être devoir supporter un peu plus de pression pour gérer des fonctionnalités. Est-ce que là, on est dans une phase où vraiment, ben, on va plus stabiliser ce qu'on a déjà? Et je pense que tout le monde dans l'entreprise doit être au courant de quel est l'objectif du mois ou du trimestre et ça, faut le mettre en place vraiment dès le début et par rapport à ce que je disais avant de mettre des outils en place de gestion de projet, je pense qu'il faut pas partir sur des machines à gaz, ça c'est sûr, mais je pense qu'il faut quand même de l'intermédiaire entre la technique et que ce soit les fondateurs ou quoi ou le commerce, mais pour moi, c'est super important que les devs ne soient pas interrompus en permanence et qu'on leur dise, en permanence: «Ben non, faut faire ça et faut faire ça». Enfin, j'ai un exemple, enfin, j'ai un commercial, avant, il était tout le temps en train de dire à un développeur, «Beh, là, j'ai besoin de ça, là, j'ai besoin de ça» et toute la journée, il lui disait des petites tâches comme ça et à la fin de la journée, il me disait: «Bah, il a rien fait». Un jour, je lui ai dit: «Bah, vous notez tout» et du coup et à la fin de la journée, bah, ouais, il avait fait 15 petits trucs. Mais au final, bah, pour moi, c'est vraiment important de noter parce que si juste tu dis les choses à l'oral, si tu es au téléphone tout le temps, si tu es en train d'interrompre tout le temps, bah, tu as l'impression qu'au final, la personne, elle a rien fait. Alors que si, en fait, elle a fait plein de choses. C'est juste que c'est pour toi, c'était tellement petit que tu t'as pas jugé important de le noter, alors qu'en fait, ça lui a pris du temps quand même et à la fin de la journée, bah, c'est pas rien. Et ça permet vraiment d'avoir une vision, de qu'est-ce que fait la tech et dès le début, ça doit être mis en place parce que tu peux pas, interrompre tout le temps, ou, enfin, tu peux pas faire tout, en fait. Enfin, même la tech, des fois, elle peut être directement en contact avec les clients, mais elle peut pas être toute la journée en réunion client et à la fin de la journée avoir produit du concret. Enfin, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a plein de petits outils à mettre en place. Enfin, pas plein de petits outils d'ailleurs, plein de petites choses à mettre en place, mais avec un outil de préférence, pas plus. Parce que, parce que le but, c'est pas non plus de se perdre en outils et de passer plus de temps à comprendre les outils qu'à les utiliser. C'est vraiment de mettre un système simple et de vraiment bien écrire tout ce qui doit être fait, où on va, pourquoi on fait les choses et que tout soit clair pour tout le monde, quoi. Très clair. Voilà. Du coup, tout à l'heure, je parlais d'urgence. Je voulais juste revenir dessus parce que bah, peut-être que tu peux nous dire un peu comment toi tu vois les urgences dans ce que tu as affronté déjà. Ouais, je pense que bon, c'est assez. Il y a la matrice de Eisenhower qui est assez connue pour faire la gestion entre ce qui est important, enfin, faire la distinction déjà entre ce qui est important, ce qui est urgent. Et donc, l'intersection de tout ça, ce qui est important et urgent, ce qui est important mais pas urgent, etc. Et ça, je pense que c'est déjà un premier pas que de commencer à avoir ce modèle mental, de dire, OK, est-ce que c'est important? Oui, non. Est-ce que c'est urgent? Oui, non. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour, on va dire, rester aligné, rester focus malgré les distractions ou les urgences qui peuvent arriver? Je pense que déjà, c'est important d'avoir une vision, en fait, d'avoir un pourquoi, de savoir pourquoi on fait les choses. Toi, tu as parlé de communiquer des objectifs, par exemple au mois ou au trimestre. Je pense que si on prend quelque chose d'encore plus englobant, il y a justement la notion de vision et de pourquoi on fait les choses. Et je pense que souvent, on se concentre sur le quoi, qu'est-ce qu'on fait, et on se concentre pas assez sur le pourquoi on le fait. Alors que peut-être que
un niveau assez haut dans l'entreprise, sur les C-level, ils savent pourquoi on fait les choses, mais si tu le redescends pas, tu permets pas aux gens d'être autonomes dans leur prise de décision. Alors que quand tu communiques le pourquoi aux gens, bah, d'un seul coup, ils sont capables d'eux-mêmes avoir un modèle mental qui leur permet de se demander est-ce que ça va être au service de notre vision et du pourquoi de notre entreprise et de notre produit. Tu vois, quand Steve Jobs est parti de Apple, tout le monde disait que Apple était fichu parce qu'en fait, c'était Steve Jobs qui incarnait la vision, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que Steve Jobs étant parti, Apple a continué à très bien tourner. Déjà parce qu'ils ont mis une bonne personne pour le remplacer. Mais en fait, pourquoi? Parce que justement, Steve Jobs, il n'était pas juste un tyran qui disait ça c'est bien et ça c'est pas bien et qui avait toutes les clés du château. C'est surtout que dans sa boîte, il a diffusé une culture du pourquoi. Et donc, tout le monde savait quelles étaient les valeurs d'Apple et au travers de quel prisme on devait prendre des décisions. Et donc, quand tu fais ça, en fait, tous les gens, tous les employés, il peut ne plus y avoir Steve Jobs. Ils ont eu l'habitude de réfléchir avec un modèle mental de d'accord, est-ce que ça, c'est aligné avec les valeurs de l'entreprise et est-ce que ça, c'est aligné avec notre vision et le but et notre pourquoi de manière générale. Et donc, quand tu fais ça, tu retires le leader, en fait, les gens ont les outils, les clés, les modèles mentaux pour prendre eux-mêmes les décisions. Et donc, après, tu assures le fait que ton entreprise puisse perdurer. Et je pense que c'est exactement pareil dans une petite entreprise à une échelle plus réduite et peut-être moins ambitieuse qu'Apple, mais ça fonctionne exactement pareil. À partir du moment où tu insuffles aux gens la vision et ce que tu cherches à accomplir, et ça fonctionne très bien. Dans un de mes épisodes, j'avais parlé avec Jérémy Krebs, qui est le CTO de Matera, et il m'avait expliqué comment est-ce que eux, ils avaient transitionné des feature teams vers les impact teams. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, les feature teams, en gros, c'est un regroupement d'équipes qui sont centrées autour de fonctionnalités. Donc, chaque équipe est concentrée sur un périmètre fonctionnel de l'application. Là où les impact teams, les équipes sont concentrées sur un objectif business relié à des KPI, donc des outils de mesure de performance. Et en fait, ce paradigme-là, ce changement de paradigme, c'est exactement pareil. Quand tu as des feature teams, les gens sont concentrés sur le quoi. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une feature team qui s'occupe du funnel d'onboarding, bon, OK, au début, ils vont améliorer le funnel d'onboarding, il y a de la user research qui va être fait, on va mettre de la data, on va comprendre où est-ce qu'on perd les gens, etc. On va améliorer le design et tout. Mais comme on dit en anglais, tu vois, you can only go so far. Donc, il y a un moment où, en fait, tu vas plafonner, tu vas avoir un retour sur investissement qui va être réduit parce que juste ton funnel, il est suffisamment bon et il n'y a plus besoin de le toucher. Et donc là, ta feature team, elle devient un peu caduque, quoi. Alors que si tu fais en impact team, donc les gens, tu leur dis, en fait, vous, votre objectif, ça va être d'améliorer la marge, par exemple. En fait, il y a tellement de manières où tu peux améliorer la marge que ton produit, il peut s'amuser à explorer plein de réponses différentes, plein de solutions différentes. Et ensuite, tu peux mettre de la tech en face. Donc là, on en revient au quoi vs le pourquoi. Donc déjà, je pense que tu vois, quand tu communiques bien aux gens, effectivement, ce pourquoi, tu réduis le sentiment d'urgence parce qu'ils ont tout de suite une vision long terme et donc ils savent sur quoi il faut travailler et ils se laissent moins facilement distraire par ce qui semble être un nouvel objet brillant. Deuxième chose, je pense que c'est aussi important d'impliquer les gens dans les prises de décision. Parce que si tu as un truc très top-down, où c'est aussi au niveau vraiment très haut de l'entreprise, où les décisions sont prises et où on dit, voilà, ça va être comme ça, les gens se sentent un peu dissociés des choses et ils les exécutent juste parce qu'on leur dit de le faire. Alors que si ils ont quand même un peu leur mot à dire, ça ne veut pas dire que tu mets tout le monde dans une pièce et que c'est l'anarchie, mais quand même que tu sondes tes équipes, que tu les écoutes par rapport à leur ressenti sur leur travail, sur le produit, et que progressivement ça remonte. Et que quand tu prends des décisions, tu communiques aux gens ouvertement que ce qu'ils avaient comme remarque, ça a été pris en compte, là déjà, tu les impliques davantage. Et donc, c'est plus juste un produit sur lequel ils sont des exécutants, mais c'est aussi un produit sur lequel ils sont des contributeurs. Et donc ça, je pense que aussi, ça joue sur l'implication que tu leur donnes et sur le fait que, en fait, s'ils ont été impliqués dans les décisions, au bout d'un moment, tu peux aussi les responsabiliser en disant, oui, mais en fait, on avait décidé collectivement qu'on allait faire ça. Vous étiez partant. Donc maintenant, on va se concentrer sur ça et on va pas encore changer de direction. Et puis ensuite, je pense que troisième chose, c'est aussi juste de traiter les gens comme des adultes et de les responsabiliser. Et à partir du moment où tu leur communiques clairement les choses et pourquoi on fait les choses et que tu leur expliques,
bah voilà, c'est pas censé être des enfants et t'as pas besoin de leur réexpliquer encore et encore. Et tu vois, si tu suis les 2 points précédents entre, avoir une vision, avoir un pourquoi que tu communiques et impliquer les gens, dans les décisions, je pense que, juste ça se passe bien à partir du moment où tu traites les gens comme des personnes qui sont, autonomes et intelligentes, quoi. Mais du coup, enfin, sur la partie impliquée équipe, je suis totalement d'accord et même, au niveau produit, en fait. Enfin, là, on parlait plus de manière globale sur les décisions d'entreprise. Je pense aussi sur la partie produit pur, discuter avec, les commerciaux sur les choses à mettre en place ou ne pas mettre en place. Sur la partie, technique, discuter sur comment on met les choses en place ou pas, ou trouver des solutions alternatives que l'équipe pense être meilleures. Je pense que c'est aussi le travail du produit, tu vois, d'être un peu, en discussion des 2 côtés pour vraiment tirer le meilleur de chaque équipe. En fait, c'est pas juste d'être sur le produit. Ouais. Par rapport aux urgences, donc tu parlais de la matrice Eisenhower, donc je suis d'accord, mais c'est vraiment, enfin, je pense que les urgences au niveau vues par les commerciaux ne sont sont difficiles à rentrer dans cette matrice vu que tout est urgence. Ouais, mais justement, tu vois, ça revient sur l'éducation. Ça revient sur expliquer aux gens quand tu as une roadmap, tu leur expliques, bah, exactement où est-ce qu'on va aller sur le long terme quand tu leur expliques le pourquoi et que tu les impliques dans la décision à nouveau, hein, je pense qu'ils comprennent. Je pense qu'il faut aller encore plus loin que ça. Enfin, moi, tu vois, on a créé un système où on crée des tickets et en fait, on a un niveau urgence qui vraiment envoie une notif à tous les devs. Mais ça, c'est vraiment urgence absolue, quoi. Donc, on a été obligé de dire aux commerciaux, c'est une urgence si le site ne fonctionne plus ou que plus personne ne peut payer sur le site. Et on est vraiment obligé de dire concrètement quelles sont les conditions pour l'urgence parce que, en fait, sinon, tout le monde a son niveau d'urgence et par exemple, enfin, dans l'entreprise avec qui je travaille, on gère des événements et en fait, chaque commercial a un peu ses événements. Donc, bah, on va avoir, le premier commercial qui va avoir ses urgences, le deuxième qui va avoir ses urgences et en fait, bah, chacun a des urgences. Donc c'est cette notion aussi de se dire: «Mais quelle est l'urgence parmi les urgences, en fait?» Et en fait, bah, les développeurs, des fois, ils rigolent parce que moi, j'ai un peu de mal à, bah, justement, il y a tout qui est urgent et je dois détecter les urgences dans les urgences. Donc des fois, ça m'arrive de me retrouver avec 2 niveaux d'urgence et ça les fait rigoler. Et je pense que c'est un peu un truc pas évident à gérer aussi bah, prioriser les urgences, mais vraiment, bah, de l'aspect vraiment, à la fois, business et à la fois technique, quoi. Enfin, c'est un tout. Et je crois qu'en fait, c'est pas prioriser les urgences, c'est prioriser les sujets. Oui, bah, oui. Et que tu vois? Et l'urgence, en fait, c'est pour ça que j'ai un peu balayé, si tu veux, l'urgence, dans ta question. C'est que pour moi, la seule urgence qui existe, c'est exactement celle que tu as décrite, c'est le site ne fonctionne pas ou on n'a plus moyen enfin, notre business model est mort, quoi. Le funnel de paiement ne fonctionne plus ou autre. Tant que ça fonctionne et que les utilisateurs peuvent utiliser correctement le site, il y a pas de vraie urgence Ouais, bah, oui, qui veut exactement. dire: «Il faut rester debout la nuit pour régler le problème». Je te dis oui, en même temps, je suis actuellement dans le cas où on est dans une urgence qui n'est pas une urgence pour, tu vois, dans ce sens-là, mais qui est une urgence parce qu'on a besoin d'un nouveau client qui a besoin de certaines fonctionnalités pour lancer son projet et du coup, bah, ça devient une urgence où il faut pas dormir la nuit, même si c'est pas une urgence, tu vois? Non, franchement, la notion d'urgence, pour moi, c'est super dur et tu vois, même de faire de la pédagogie dessus, c'est dur parce que en fait, il y a tellement de différences entre l'urgence pour chacun que c'est souvent l'urgence business qui prime, mais des fois, elle est pas réalisable, en fait. C'est là où c'est difficile, c'est que, ben, même si on dit qu'il faut toujours faire passer le business d'abord, ben, comment on arrive à le mettre en place côté technique sans tout se cramer? Parce que oui, effectivement, tu disais bosser la nuit. Bosser la nuit, c'est quelque chose qui est possible. C'est possible, 1 fois, 2 fois. C'est pas possible sur le long terme, tu vois? Donc il y a ça aussi, il y a cet équilibre à trouver parce que la responsabilité de chacun et tout ça, c'est bien, mais il y a des limites, en fait et c'est aussi ça qui est difficile et c'est là où il faut pas oublier l'humain dont je parlais au début. C'est que en fait, on a tous des limites et on peut pas bosser H24 pour une start-up, qui, OK, elle est en train de grandir, elle a besoin de techniques pour faire avancer le business, mais et en même temps, enfin, on n'est pas surhumain non plus, quoi. Ouais, non, c'est possible, mais c'est pas souhaitable. Voilà, c'est po et des fois, ça peut se tenir sur une semaine ou 2, mais en fait, le problème, c'est que souvent, quand ça se passe sur une semaine ou 2, bah, après, on pense que c'est normal. Faut bien se rendre compte que non, ces situations-là ne sont pas normales.
Mmh. Est-ce que, dans les entreprises où tu es intervenu un peu sur la partie produit ou CTO ou CPTO, quel que soit le nom, mais est-ce que tu as réussi à instaurer, facilement des changements ou tu as toujours un peu cette, les gens ils sont très, j'ai perdu mon mot, mais ils aiment pas trop le changement, quoi? Résistant au changement, ouais. Ouais, C'est globalement difficile de faire changer les gens, et je pense que en fait, ça dépend pas mal du stade auquel tu arrives et du rôle que tu as. J'ai eu les 2 expériences, si tu veux. Une expérience où en fait, j'étais le seul responsable de la tech et du produit, donc forcément, on me faisait confiance et on me croyait et donc quand je disais: «OK, là, on a une vraie priorité d'un point de vue technique, d'un point de vue d'aide technique, donc le développement de cette fonctionnalité, on va le délayer», on le comprenait et surtout aussi parce que juste j'étais pas péremptoire en disant, «C'est mon intérêt tech et produit et vous, allez vous faire voir», mais je leur disais que moi je comprenais tout à fait leur intérêt, que cette fonctionnalité elle était utile, qu'on allait la développer, mais que là justement pour la pérennité du système, il fallait d'abord qu'on fasse une phase de recouvrement de dettes techniques et cetera. Donc toujours pareil, hein, de la pédagogie, de la communication, mais là j'avais un peu les cartes en main donc c'était plus simple. Je me suis retrouvé aussi dans une situation où en fait, les 2 founders, étaient, très, très orientés, business et avaient peu ce sens produit justement, et où, ça partait un petit peu dans tous les sens et on était un peu emprunt au syndrome de l'objet brillant. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y avait un nouveau client, un nouveau partenaire qui était prêt à faire un chèque pour une fonctionnalité, bah, d'un seul coup, on avait un changement de priorité, assez drastique et la nouvelle priorité, c'était, bah, de développer cette fonctionnalité parce qu'il y avait, un client qui était prêt à signer au bout et là, en fait, moi, je me suis retrouvé dans des situations où et d'ailleurs, j'étais pas le seul, hein, on était, plusieurs, que ce soit, les responsables de la tech, du produit, à essayer de tirer la couette de notre côté en disant: «En fait, vous pouvez pas nous faire changer de priorité sans cesse parce que on fait tout à 80 et on fait rien à 100 correctement». Et du coup, on va jamais chercher un vrai marché, on va jamais étudier, le besoin de telle ou telle fonctionnalité. Et en fait, il y avait une telle obsession, pour les ventes. Tu sais, on dit toujours que des fois, le produit peut être, product led ou sales led, donc plutôt, guidé par le produit ou guidé par les ventes. Je pense que la situation idéale, c'est d'être un petit peu entre les 2. Mais là, sur le spectre, on était même pas sur du sales led, on était sur du sales obsessed. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait que ça qui comptait, tu vois? Et donc, en fait, c'était très difficile de faire entendre, raison, à ces fondateurs-là qui, du coup, étaient quand même assez, concentrés sur, OK, il nous faut telle fonctionnalité. À force, de tenir le discours, on avait quand même commencé à réussir à avoir un petit peu plus de cohérence et à se concentrer, on est en train de resserrer le scope, clairement. Mais bon, la vie des startups fait que, on n'a pas eu la levée, nécessaire, et du coup, bah, on a été, out of cash et donc on a malheureusement pas pu voir les résultats de ce début de restructuration, quoi. OK. C'est pas ouais, c'est difficile, et c'était quoi que vous aviez commencé à mettre en place par rapport à ça? Parce que moi, ça m'intéresse. Je trouve ça très dur de pas justement, de pas être obsédé par le business, parce que c'est souvent le cas quand même. En fait, moi, ce que j'essayais d'insuffler, c'était d'avoir beaucoup plus une culture produit. Parce que justement, c'est un peu pour moi ce qui s'opposait à: «OK, au doigt mouillé, le vent souffle dans ce sens-là, donc allons-y». Et pour moi, c'est contradictoire à la manière dont tu dois faire du business. Le produit doit être au service du business, mais il doit être un rempart pour être sûr qu'on prend les bonnes directions. Et donc les différentes choses que j'étais en train de mettre en place, c'était d'appuyer fortement sur la data. En fait, j'étais assez, désabusé du fait qu'on prenait des décisions sans rien mesurer. Donc on disait: «Ah bah, on va, on va changer telle feature pour améliorer X». OK, d'accord, tu veux améliorer X, mais c'est quoi le point de départ? C'est-à-dire la baseline, le niveau sur lequel on est actuellement? Est-ce que c'est suffisant ou pas? Parce que tu dis: «On veut améliorer», mais si ça se trouve, si on mesure, on va se rendre compte que le niveau actuel est suffisant et s'il l'est pas, c'est quoi la target? Parce que on va améliorer, d'accord, mais à partir de quel moment on sait qu'on a atteint l'objectif si on mesure rien? Donc déjà mettre de la data, mettre beaucoup plus de quantitatif, sur, l'utilisation du produit, l'utilisation par les utilisateurs et même en amont sur la discovery, l'appétence qu'il peut y avoir pour des features et cetera. 1re chose, donc mettre de la data, de la data, de la data, essayer de rationaliser finalement la prise de décision, hein, mettre des chiffres sur la prise de décision. Ensuite, il y a un truc très important de faire parler les gens entre eux et surtout les différents secteurs.
parce que tu vas te rendre compte que au niveau des opérations ou du business, ils ont une vision. On dit OK, on fait cette feature, la tech commence à développer la feature et en fait ils se sont pas parlé et donc ils partent dans des directions opposées. La tech fait un truc parce qu'ils l'ont déjà vu dans des précédentes boîtes, ils le font dans leur modèle mental qu'ils connaissent et en fait le business lui avait une vision complètement différente du truc et ça part dans tous les sens. Donc faire parler les gens entre eux, les aligner assez régulièrement sur les process de développement pour être sûr qu'on est toujours justement aligné et d'accord. Et justement, avoir des process super important parce que quand tu fais les choses au doigt mouillé, tu fais pas forcément les choses dans le bon ordre, tu oublies des étapes, etc. Par le bon ordre, j'entends justement, tu vas faire une phase de cadrage produit avec de la discovery, faire une phase de cadrage tech, mettre les différentes parties prenantes ensemble, s'assurer que à des jalons clés, on est toujours aligné sur la manière de faire les choses, faire ton dev, faire ta QA, pas oublier de communiquer avec le market, avec le support pour qu'ils soient prêts aussi quand la feature va sortir et que il y a des gens qui vont voir un nouveau truc popper sur le site et qui vont envoyer un message sur Intercom en disant je sais pas ce que c'est ça. Si ton support il est pas au courant qu'il y a une nouvelle feature qui vient de sortir, ils vont être tout aussi démunis. Donc en fait, tu vois, c'est ça, c'est vraiment structurer la manière dont on travaille pour que tout ça fasse plus sens et qu'on arrive en fait à aligner les gens et à leur faire comprendre que on doit travailler main dans la main avec une cohérence et pas juste qu'on doit chacun essayer de tirer la corde de notre côté, quoi. Je rigolais juste avant parce que j'ai eu un problème avec la BNP et tu dis la BNP c'est pas une petite boîte, tu vois. Et en fait, j'ai eu un problème sur mon application. J'ai envoyé un message au support et en fait, ils savaient pas que la fonctionnalité où j'avais le problème était sur l'application. Mais ouais, donc ça c'est assez commun comme problème. Ouais, ça m'est arrivé aussi, pareil sur une banque en ligne, où je leur dis: «Bah, en fait, il y a cette feature, mais elle fonctionne pas correctement». Le mec me dit: «Mais non, mais c'est normal, il y a pas cette feature». Je dis: «Bah, si, regardez, j'ai fait une capture, la feature existe». J'ai même reçu le communiqué dans mes mails, «What's new?» C'était marqué qu'il y avait cette feature, mais du coup, voilà. Donc tu vois, c'est une preuve d'un système qui est défaillant. Mmh mh. Ouais, mais c'est pas évident à mettre en place. Au final, enfin, j'ai l'impression que beaucoup de gens mettent en place des process, mais qui sont pas bons. Et en fait, les gens, ils se copient un peu les process entre eux, alors que c'est pas du tout adapté à ce qu'ils font, en fait. Donc, Ouais, en fait, tu vois, je pense qu'il faut pas chercher à mettre en place des process, faut chercher à mettre en place des solutions face aux problèmes qu'on a. Mettre des process juste pour mettre des process en partant d'une feuille blanche sans qu'il y en ait nécessairement besoin, c'est pas forcément une bonne chose. Je pense que les process et la structuration doivent se construire à mesure qu'on fait des erreurs. OK, là, on a échoué sur quelque chose, il y a un truc qui est passé à travers la maille du filet. Comment est-ce que maintenant on fait en place pour mettre une règle de telle sorte que ça se reproduise pas? Et en fait, tu itères et tu fais grandir tes process à mesure que à chaque fois il y a une nouvelle erreur et voilà. Mais ça sert à rien de vouloir faire un truc ultra lourd et péremptoire dès le départ qui potentiellement va pas correspondre à tes contraintes. Je pense que c'est quelque chose de très itératif qui se construit au fur et à mesure. ouais, mais totalement. Enfin, moi, je travaille exactement comme ça. Bah, moi, j'ai pas c'est pour ça que, tu vois, je te disais au début, j'ai juste dit aux commerciaux de me faire les demandes en direct aux devs, parce que c'était la première chose que je pouvais mettre en place rapidement. Mais en fait, je fonctionne toujours comme ça. C'est, je teste, un nouveau système pour faire des tickets, je teste un nouveau système, pour faire remonter les informations. Est-ce qu'on a besoin de faire des points, chaque semaine? Et on teste et je change régulièrement en fait et ça je trouve que ça permet beaucoup d'évoluer, mais des fois, c'est pas toujours évident à mettre en place mais je trouve l'itération, c'est ce qu'il y a de plus important. Par contre, ce qui est dur des fois, c'est de récupérer les retours des gens. Enfin, moi, ce que je leur demande tout le temps, je leur dis: «Ben, on met ça en place», mais en fait, s'il y a un truc qui t'embête, s'il y a un truc où tu penses qu'on peut faire autrement, s'il y a un truc où tu es pas content, ben, faut le dire, en fait. Parce que souvent, on va mettre des process en place et moi, je vais mettre parfois plus de temps à détecter que ça marche ou pas que si quelqu'un m'avait remonté l'information. Et pourtant, j'ai beau, surtout, avec les commerciaux, j'insiste très souvent sur le fait de remonter les informations, de dire ce qu'ils pensent, de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin. Enfin, rien que de savoir ce qu'ils ont besoin, moi, ça m'aide à mettre les choses en place. C'est aussi ça qui est pas facile à aller chercher parce que les gens ont du mal à dire les choses. Ils vont dire, «C'est bien, c'est pas bien, c'est nul, ça me saoule», mais ils vont pas t'expliquer pourquoi. Donc c'est dur d'itérer, de faire évoluer les choses quand tu sais pas exactement quoi faire. Moi, je suis un adepte des meetings réguliers, ce qu'on pourrait appeler des one-on-one, par exemple, mais de voir régulièrement les gens et d'avoir une trame de vraiment des questions que tu leur poses. Et typiquement, tu vois, dans les questions que tu peux poser à quelqu'un régulièrement, c'est
Est-ce qu'il y a des frustrations actuellement chez toi? Et en vrai, il faut balayer à la fois les questions positives et négatives. Tu peux aussi demander ce qui fonctionne bien et ce que les gens aiment, parce que du coup, ça te montre aussi la direction dans laquelle il faut continuer. Mais c'est super important d'oser poser des questions qui sont parfois un peu inconfortables. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te frustre? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer, qui va pas avec moi, avec ton manager, avec la collaboration avec les autres? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu comprends pas dans la boîte, avec lequel t'es pas d'accord? Ça, c'est pas forcément des trucs que tu vas faire toutes les semaines en one-on-one. Je pense qu'il y a une ou deux questions qui est utile de poser quand même assez régulièrement, d'évaluer un peu la température, on peut appeler ça même la météo, au niveau des individus. Mais c'est des questions qui sont quand même importantes de poser, je pense au moins une fois par trimestre, et de pas attendre genre une évaluation annuelle, tu vois, un meeting annuel pour que tu te rendes compte qu'il y avait ça qui n'allait pas, parce que ça peut être réglé beaucoup plus vite. Moi, je me suis rendu compte à chaque fois sur les évaluations annuelles, justement, quand j'étais encore salarié, ou même sur les fameux one-on-one de départ que tu fais, c'est quand tu pars d'une boîte, que ce soit en tant que salarié ou en tant que client, et où tu dis, bon, bah voilà, on fait le bilan. Et en fait, tu déballes tellement ton sac que tu te dis, mais c'est tellement dommage si on s'était dit ça avant, ça nous aurait permis d'aller tellement plus vite et de lever tellement de blocages, mais vraiment des deux côtés, que c'est bête en fait d'attendre ces grosses échéances importantes pour vraiment avoir des vraies conversations. Et je pense que tu vois, on en revient encore au sujet de la communication, mais c'est vraiment important d'oser dire les choses et de se faire confiance dans le fait de se dire, on se le dit pas juste pour s'envoyer des pics dans la gueule, tu vois, mais on se le dit parce que on a un objectif commun qui est de faire avancer le business et de faire en sorte que individuellement on soit content de venir au travail. Et donc quand tu parles ouvertement là-dessus et que tu alignes à nouveau tes objectifs, bah ça fonctionne mieux. Non, je suis totalement d'accord et d'ailleurs sur les entretiens de départ, souvent, on m'a déjà dit une fois: «Mais t'es sûr du coup maintenant qu'on a fait l'entretien, tu veux pas rester pour, qu'on mette tout ça en place?» Non, non, c'est bon. Et ouais. Mais moi j'ai un peu un autre problème qui est que j'ai pas mal d'alternants dans les équipes, enfin pas techniques, mais de l'autre côté, et je trouve qu'ils sont souvent, moins bavards. Même si tu leur demandes les frustrations, tu sais, ils vont pas forcément te dire vraiment, les choses. Ils sont plus en mode, «Bah, de toute façon, dans 6 mois, je suis plus là, donc voilà, quoi», et c'est aussi ça qui est dur, à gérer, c'est que, et peut-être de manière générale dans les startups, souvent, on va prendre des alternants un peu pour combler le budget. Mais c'est aussi des cas qui sont plus durs à analyser, avec qui travailler. Enfin, c'est aussi une manière différente de voir l'entreprise, quoi. Ouais, mais je pense que tu vois, il y a aussi une notion d'éducation, dans le sens où quand tu es jeune et frais sur le milieu du travail, tu mesures pas forcément l'importance du feedback. Et je pense que c'est important aussi de leur dire, bon, bah ok, peut-être tu vas être là sur 6 mois et dans ta tête, tu te dis que de toute façon les problèmes c'est pas très grave parce qu'effectivement après ce sera terminé. Mais imprègne-toi aussi des bonnes pratiques. Ça va être important pour toi et pour moi qu'on puisse se dire les choses honnêtement. Et même si c'est que pour 6 mois, le feedback il est super important. Et parce qu'en vrai, l'air de rien, je pense que c'est aussi dans l'intérêt d'alternant de commencer à s'imprégner juste de la culture du travail et d'être capable de donner du feedback, tu vois. Après, on est d'accord, ils sont pas tous super impliqués. Il y en a probablement qui ont trouvé une alternance parce que bon, bah, ils ont trouvé que ça et voilà, ils le font pour valider leur diplôme. Tu vois, je pense que, enfin, moi, je suis peut-être un peu naïf sur ces sujets-là, mais j'ai foi en l'humain, tu vois, et dans le fait que quand tu propages des bonnes choses, tu vois, tu peux quand même débloquer des trucs chez les gens. Et autant que possible, il faut faire le pas vers les autres. Après, peut-être qu'ils feront qu'un demi-pas vers toi, mais ce sera déjà ça. Ouais, après moi, pour ma part, c'est pas mes contacts directs. Du coup, à chaque fois que je les ai, j'insiste vraiment sur le fait de faire des retours et même par rapport aux produits. Enfin, moi, je sais qu'ils me font pas toujours les remontées des bugs. Des fois, ils essayent de trouver des solutions alternatives au lieu de me remonter les bugs. Donc moi, j'apprends 3 mois plus tard que ce bug est là depuis 3 mois, alors que j'en ai jamais entendu parler. Tu vois, rien que sur ces retours-là, c'est déjà pas évident. Alors, ouais, après leur faire dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, où ils se sentent bien, moins bien, c'est pas évident, ouais. Je moi, franchement, tu dis: «J'ai foi en l'humain». Moi, j'ai beaucoup foi en l'humain, mais je t'avoue que depuis que je suis au produit, des fois, je me dis quand même C'est pas que t'as pas foi en l'humain, c'est que te rends compte que c'est compliqué. C'est pas pareil. ouais, ouais, non, c'est compliqué, c'est vrai. Pourtant, tu vois, j'avais déjà fait de la gestion de projet sur d'autres types de projets, mais quand tu es au produit, je trouve que tu es vraiment en plein dans le tu sais, tu un ring, bah, tu es au milieu du ring et tu as les 2 qui se tapent dessus. C'est un peu ma vision du produit aujourd'hui. C'est sympa. Je pense que ça va vraiment donner envie aux auditeurs d'aller vers le produit.
Non, mais moi, je suis d'avis qu'il faut pas cacher les choses. Je suis d'accord. Des fois, je vois passer des posts un peu, tu sais, qui disent tous les malheurs que tu vis quand t'es au produit. Mmh. Mais je trouve que souvent, c'est vrai quand même. Ouais, je pense que c'est pour ça que c'est un rôle qui est chouette aussi. C'est parce que l'air de rien, tu vois, c'est là où se passent les vraies choses. Non, mais complètement. Enfin, en vrai, moi, moi, ce que j'adore, c'est la vision vraiment globale que tu as de tout. En fait, tu sais un peu tout, que ce soit d'un côté, enfin, côté business, côté tech, enfin, tu vois vraiment tout ce qui se passe. Tu apprends plein de choses, quoi. C'est vraiment génial par rapport à ça. Après, en fait, faut y aller en étant conscient que c'est pas facile. Mais je pense qu'à partir du moment où tu es conscient que c'est pas facile, ben, tu peux quand même t'éclater. Et du coup, tu dirais quoi à une personne qui a envie d'arriver au produit ou qui est développeur et qui se dit j'aimerais bien faire du produit parce que dans ma boîte c'est le bordel. Je pense que ce que je lui dirais, c'est que déjà c'est cool parce que je pense que quand tu passes de dev à product, alors même avant ça, je pense que je dirais c'est cool d'essayer, mais ne te dis pas que c'est forcément un move à sens unique. Et ça vaut de manière générale. Je pense que parfois on a peur un peu de quitter un rôle en se disant si je vais de l'autre côté, ça veut dire que je peux plus revenir en arrière. Non, tu as le droit d'explorer et de voir des nouvelles choses. Et de toute manière, même si tu reviens au point initial, le voyage que tu as fait aura toujours été bénéfique et il t'aura permis d'apprendre des nouvelles choses. Ensuite, je pense que c'est vraiment très cool de passer en product quand tu as un background tech et dev parce que tu as une bien meilleure compréhension des implications techniques. Autre côté de la même pièce, il faut accepter de lâcher du lest sur la partie technique. C'est-à-dire que maintenant, tu es dans le produit. Donc, c'est plus à toi de régir les choix techniques. Alors, tu as toujours le droit d'être curieux, d'être curieuse, de vouloir comprendre comment est-ce que les choses se passent et ça va être quoi les implications derrière, etc. Mais il faut se rappeler que c'est plus ton métier. Et donc, quand il va y avoir des décisions techniques qui vont être prises, bah, tu n'auras pas forcément ton mot à dire. Et des fois, il va falloir être capable de rester un peu en retrait pour pas chercher à tout comprendre, mais à rester sur ton périmètre qui est du produit et d'aller faire les nouvelles choses qui potentiellement vont être inconfortables, genre de la discovery, parler aux prospects, aux utilisateurs, aux clients, et pas juste aller regarder le code, comprendre, il y a un bug, bah oui, tu remontes le bug, mais tu vas pas chercher à le résoudre, c'est plus ton boulot. Donc ça, c'est les premiers warnings. Et après, je pense que pour vraiment quelqu'un qui veut faire ce passage-là, c'est le meilleur cadre pour le faire, c'est probablement d'essayer de le faire dans l'entreprise dans laquelle la personne est déjà, particulièrement au regard du marché du travail actuellement, parce que sortir d'une boîte avec un titre de dev et aller chercher un nouveau job de product en n'ayant aucune ligne sur son CV qui réfère à ça, c'est, je pense, assez difficile, assez casse-gueule. C'est se confronter à beaucoup, beaucoup de portes qui vont être fermées parce qu'on cherche quand même forcément un peu d'expérience, à moins d'être prêt à aller dans un truc en stage ou autre, c'est-à-dire retourner en bas de l'échelle. Mais sinon, je pense que le mieux, c'est d'essayer de faire une évolution interne, ce qui en plus est d'autant plus vertueux que tu connais déjà le domaine métier, tu connais déjà l'app, donc du coup, tu as toute cette partie-là que tu n'as pas besoin de réapprendre, tu peux juste commencer à apprendre les composantes du métier de product. Encore mieux si tu peux faire en shadow avec quelqu'un et faire une transition progressive du job de dev vers le job de PM et pas tout faire d'un seul coup. Et ouais, je pense que le deuxième truc qui est important, c'est de se faire accompagner. Soit en mentorat en interne, soit avec une formation pour vraiment apprendre les disciplines du produit de manière correcte. Parce que je pense que quand tu es dev, tu as déjà un peu un sens de ce que c'est que le produit parce que tu vois bien ton PM ou ton PO faire au moins de la gestion de projet, etc. Mais tu n'as pas forcément toutes les billes pour toute la partie discovery, pour la partie stratégie, etc. Et donc ça, je pense que c'est important de l'apprendre à proprement parler, de l'apprendre, de learn by the book, comme on dirait. Et donc pour ça, ouais, soit de faire une formation, soit de se faire mentorer par quelqu'un de plus senior. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des rôles qui existent à l'intersection entre les deux. Donc, ce n'est pas forcément manichéen, je suis dev ou je suis POPM. Il y a un rôle qui se développe de plus en plus, celui par lequel je suis passé, qui est le rôle de product engineer, qui est vraiment à la croisée entre les deux, et où le scope de l'individu, du contributeur individuel, inclut autant du dev et de la tech que du produit. Il y a de plus en plus de boîtes américaines d'ailleurs qui ne recrutent plus de software engineers, qui ne recrutent plus de PM, mais qui recrutent des product engineers, c'est-à-dire des gens qui vont avoir cette double casquette, à la fois d'être capables
d'évaluer les enjeux sur leur feature, de la cadrer et ensuite de la délivrer. Et je pense que c'est d'autant plus pertinent aujourd'hui, à l'heure où on voit les IA qui se développent et où en fait la barrière pour shipper du code, elle est de plus en plus basse, et où du coup, en termes de set de compétences, c'est important de commencer à développer d'autres choses et de pas être juste un cerveau qui pond du code, mais d'être aussi quelqu'un qui est capable de réfléchir d'un point de vue plus stratégique et donc d'inclure une composante produit dans sa réflexion. Ouais, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, enfin, pour moi, être enfin, product engineer, comme tu l'appelles comme tu veux, pour moi, à partir du moment où tu fais du dev, tu dois réfléchir un peu à ce qui se passe sur ton projet. Pour moi, cracher du code pour cracher du code, ça n'a aucun intérêt. Après, je trouve que c'est important quand même de garder un product manager ou quelqu'un qui est vraiment plus spécialisé produit dans l'équipe, parce que ça permet vraiment quand même d'avoir une vision très très large sur tout ce qui est fait, alors que quelqu'un qui développe, il va quand même avoir, pendant le moment où il développe, la tête sur sa feature, tu vois. Il va pas tout le temps penser à tous les aspects du produit, ce qui est normal, hein. Enfin, après, ça dépend des produits, bien sûr, mais sur un gros produit, quand même une vision globale de tout ce qui est fait, je pense, c'est important. Je pense que aussi ce que tu disais par rapport au fait de pas avoir peur de revenir en arrière et qui est aussi d'être conscient qu'il faut lâcher ce qu'on est déjà en train de faire. Je pense que c'est super important et de manière globale dans les startups, je pense que c'est vraiment un point crucial, c'est de savoir évoluer, de savoir à la fois se mettre en avant et dire là il manque un aspect que ce soit un produit dans l'équipe ou il manque quelque chose et je veux bien le faire. Mais en même temps, quand l'entreprise elle va grandir, en fait, il faut savoir se mettre en arrière et dire là, je suis plus capable de le faire et il y a besoin de quelqu'un de plus expérimenté ou qui est plus leadership ou enfin, faut pas avoir peur de se dire en fait, je suis plus à ma place et de pouvoir rien que de savoir l'identifier, le reconnaître et de se dire là, j'ai besoin de d'autres choses quoi. Moi là, enfin moi j'étais un peu CPTO, ce qu'on peut dire, et je suis passée plus côté produit parce que justement je me sentais plus en capacité de vraiment gérer au point où je le faisais l'équipe technique. Et donc, il y a quelqu'un qui a pris le lead sur cette partie. Et moi, enfin, en vrai, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'arrivais plus à le sous-gérer. Mais voilà, l'entreprise a grossi. Enfin, faut être conscient de ces choses-là. Faut savoir se remettre en question. C'est super important. Enfin, quand t'es au produit, tu vas t'en prendre un peu plein la gueule, on va dire. Donc, faut savoir se remettre en question, réfléchir. Quand on parlait d'itération, réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment faire évoluer les choses. En fait, c'est tout le temps ce genre de réflexion qu'il va falloir avoir. C'est plus genre, quand t'es dev, t'es un peu dans un métier où tu réfléchis à ce que t'es en train de faire au moment présent et pas forcément une vision très long terme ou globale de l'entreprise. Alors qu'au produit, il faut vraiment être capable de toujours tout remettre en question. C'est vraiment être au produit, c'est vraiment réfléchir en se disant comment je fais mieux tout le temps. C'est tout le temps se poser la question, ça va, mais est-ce que ça pourrait être mieux? Ça va pas, comment je fais mieux? Et toujours avancer dans ce sens-là, quoi. Comment est-ce que tu as fait, toi, pour identifier, comprendre que tu étais plus, entre guillemets, à ta place, premier temps, et deuxième temps, pour acter ce changement et oser aller sur un scope différent? Pour comprendre que j'étais pas bien, c'est que j'étais sous l'eau, en fait. Je dormais, enfin, je dormais presque plus, je rêvais du produit toute la nuit. Enfin, j'étais là, ouais, faut faire cette fonctionnalité, mais non, il faut faire ça aussi, j'y arrive plus. Il faut que je vois avec machin, il faut que je vois avec truc. Et là, je me disais vraiment, je peux plus tout faire, en fait. J'ai besoin d'aide. Et pour l'acter, clairement, enfin, moi, j'ai toujours été très transparente. Enfin, que ce soit au début quand ça se passait mal avec l'équipe, je disais vraiment ce qui se passait et des fois on me croyait pas, des fois fallait un peu insister. Enfin, j'ai par habitude de toujours dire ce que je pense, peut-être un peu trop des fois, mais je suis convaincue que c'est comme ça qu'on avance, même si c'est pas toujours entendu dès le début. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, donc clairement là je suis allée voir, enfin j'ai parlé avec les fondateurs et je leur ai dit je m'en sors plus en fait, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin que quelqu'un prenne un peu plus ce rôle-là parce que moi j'y arrive plus. Et voilà, enfin j'y suis allée clairement. Enfin pour moi c'est très important d'être transparent avec ce qu'on pense. Enfin, et surtout, enfin tu peux clairement dire que c'est pour le bien de l'entreprise. Enfin c'est à la fois ton bien. En fait, quand tu vas voir quelqu'un pour lui expliquer que tu veux quelque chose ou que tu veux plus d'ailleurs, faut vraiment réussir à
à savoir quels sont tes avantages à toi, quels sont les aspects négatifs pour toi, mais aussi pour l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise va gagner qui est ce changement? Et je pense que quand tu prends une décision qui est bonne, il y a forcément des bénéfices pour l'entreprise. C'est pas que des bénéfices pour toi. Il y a toujours une raison derrière. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller chercher ça. Ouais, et je te pose la question parce que tu vois, moi, c'est ce qui est arrivé sur ma précédente mission. Et pour le coup, c'était moins facile parce que je suis rentré en tant que globalement dev, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'un profil technique qui était capable de, un, développer des features, mais deux, faire aussi du support technique parce qu'on avait un produit qui était B2B2B et du coup, le B du milieu, c'était les business qui venaient intégrer notre API. Et donc, il y avait besoin d'un interlocuteur qui était là pour accompagner techniquement les clients dans leur onboarding, dans leur intégration. Et donc, ils voulaient quelqu'un qui puisse parler français pour faire ça, qui avait les compétences techniques et des bonnes compétences communicationnelles, mais qui, quand il n'y avait pas forcément de demande là-dessus, pouvait continuer à être intégré dans les sprints et prendre des tickets en charge. Et donc, au début, c'est ce que j'ai fait. Mais très vite, dans cette boîte, je me suis rendu compte que les facteurs limitants, c'était pas la tech et qu'il y avait déjà une très bonne équipe tech qui shippait assez vite, qu'il y avait des vrais problèmes justement organisationnels, de process, de culture produit, etc. Et donc, assez naturellement, j'ai commencé à mettre un pied là-dedans, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me défaire de cette étiquette de développeur. Et je pense que c'est aussi lié au fait que moi, je suis développeur de reconversion, donc ça veut dire que j'ai déjà eu un moment dans ma carrière où j'ai dû m'enlever l'étiquette très identitaire du métier que j'avais pour m'en mettre une nouvelle et que j'avais commencé à prendre mes marques sur le fait que, OK, j'ai été identifié comme développeur, donc j'avais peur de devoir à nouveau quitter ce rôle, cette étiquette-là, pour m'aventurer dans quelque chose de nouveau que les gens peut-être ne comprendraient pas ou qui se diraient il a encore changé, mais ça veut dire quoi, etc. Et on voit un petit peu là toutes les histoires qu'on peut commencer à se raconter et qui n'ont pas forcément de légitimité. Mais et du coup, ça a été très difficile pour moi de faire ce move, de se dire, OK, je vais commencer à prendre un peu plus du périmètre produit, malgré le fait que j'avais des gens qui me disaient, mais en fait, par rapport à ton profil, tu es quand même très bon sur les sujets qui touchent au produit, quoi. Tu devrais y aller. Et j'avais quand même peur de ça. Et jusqu'à un moment où, en fait, je pense que ça se sentait que je freinais un petit peu des cas de fer sur les sujets purement tech et que très spontanément, j'allais quand même sur les sujets produits et où un des deux co-founders a fait un meeting avec moi. Il m'a dit comment est-ce que tu vois l'évolution de ton rôle parce que on a l'impression que tu arrives mieux à contribuer sur cette partie plutôt produit organisationnel que sur la tech. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé et on a changé le scope et du coup, je me suis concentré beaucoup plus sur toutes les problématiques produits organisationnels. Et comme tu le dis, en fait, on l'a tout simplement aligné, on a tout simplement refait un alignement entre objectifs, capacité personnelle et les objectifs de la boîte. En fait, je ne l'ai pas fait juste par caprice, mais je l'ai aussi fait parce que je voyais bien que c'était le goulot d'étranglement de la progression de l'entreprise. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que il y a un truc un peu naturel où tu es poussé vers ce qui t'intéresse et ce sur quoi tu es capable de délivrer de la valeur. Et en fait, j'ai été bien meilleur dans ce nouveau rôle qui était justement à coordonner la tech, le produit et le business plutôt qu'à juste à shipper des tickets, quoi. Et ça a été vertueux pour tout le monde. Mais ça a été très difficile quand même de l'accepter d'un point de vue personnel et aussi de le communiquer ensuite. Et du coup, c'est vraiment toi qui avais du mal à le communiquer, alors qu'au final, tu as vu les CEO, ils s'en sont rendus compte au final. Ouais, et ils ont compris l'intérêt en plus qu'il y avait pour la boîte parce qu'ils ont vu sur les autres sujets que j'étais super pertinent et que j'apportais de la valeur à un endroit où personne n'était capable de gérer dans la boîte. Et donc, c'était très pertinent de m'avoir à cet endroit-là. Mais tu sais que j'ai eu la même aventure un peu avec mon lead dev maintenant. En fait, il était dev back et il voyait qu'il y avait des choses qui allaient pas, mais moi, j'arrivais pas à avoir le temps pour les faire et il osait pas, en fait. Et jusqu'au jour où on a eu une discussion et je lui ai dit, mais en fait, des fois, j'aurais besoin que tu m'aides parce que je sens que t'as les compétences, que tu veux le faire, mais que tu veux pas y aller. Est-ce que Et il m'a dit, en fait, je me sens pas légitime. Je lui ai dit, ben, si tu veux, je te mets lead dev et du coup, si tu gagnes, je l'annonce à tout le monde. Et du coup, il a eu cette légitimité et franchement, il a changé, mais du tout au tout, du jour au lendemain. C'était même plus la même personne, tu vois. Et c'est pour ça que je dis vraiment, faut oser. Parce que clairement, t'as rien à perdre. Où tu te retrouves mieux à un endroit où tu délivres plus de valeur, ou au final, il va rien se passer de mal, en vrai. Au pire, ils te disent, bah non, moi je préfère que tu restes dev et après tu vois si tu veux rester ou pas. Tu vois. Mais clairement, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment oser aller parler parce que t'as rien à perdre, quoi. Est-ce que tu veux qu'on arrive, qu'on se dirige tout doucement vers les questions de la fin de l'épisode? Sauf si tu as un autre sujet qu'on n'a pas évoqué et dont tu veux parler. Bah moi, j'ai juste une petite question bonus que je pose à la fin de mes épisodes. Allez, vas-y.
À ton avis, en quoi le parcours client est un élément clé d'un produit réussi? Moi, j'ai une question que c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu une question rhétorique parce que, ça me paraît évident, en fait, que, le parcours client, la user experience de manière générale fait partie intégrante d'un produit réussi et là, je vais t'en parler peut-être d'un point de vue vraiment personnel, c'est-à-dire le donatien qui, est un peu geek et qui utilise des produits et pas, le donatien qui a une casquette, de product leader ou de tech leader dans une boîte et qui doit diriger des décisions. Moi, de manière générale, j'aime beaucoup ce qui est beau, ce qui est bien pensé et ce qui est astucieux. Et donc, quand on me présente un produit qui fonctionne super bien, qui a des features qui sont bien pensées, une interface qui est bien pensée, où tout est fluide et rapide et limpide, je ressens une vraie connexion avec le produit et j'en tombe amoureux et j'ai envie de continuer à l'utiliser. Pour moi, les produits comme ça, c'est vraiment les produits qui font la différence et donc qui rentrent dans la catégorie produit réussi, si tant est qu'on est capable de définir ce que c'est qu'un produit réussi. Mais un très bon exemple, tu vois, ce serait Capitaine Train, qui maintenant a été racheté par Trainline. Mais pour ceux qui n'ont pas le contexte, Capitaine Train, à l'époque, c'était il y a déjà bien peut-être 10-15 ans. On avait donc en France Voyage SNCF, je crois, qui permettait donc d'acheter des billets de train. Et c'était quasiment le seul canal qui existait à part aller en agence de voyage. Voilà. Et il y a Capitaine Train qui s'est positionné en tant que justement système pour pouvoir acheter des billets de train très simplement. Et leur proposition de valeur, ça devait être plus ou moins, tu vois, de pouvoir acheter un billet de train en moins de 2 minutes. Et moi, la première fois que j'ai utilisé Capitaine Train, j'ai été bluffé par la simplicité de l'interface, surtout comparativement au site de la SNCF, et la rapidité, effectivement, avec laquelle on pouvait acheter un billet de train par plein de petites fonctionnalités et d'interactions qui avaient été bien pensées ou raccourcies ou supprimées. Et c'est vraiment cet effet waouh de punaise, mais ça, c'est génial. Moi, mon parcours client, il est évident, il est rapide, il est simple. J'ai pas besoin de me triturer la tête de attends, il est où le bouton et où est-ce que je renseigne cette information, etc. Ce qui était vraiment en opposition directe avec le système que tu utilisais pour la SNCF pour réserver le train, ce qui est d'ailleurs toujours un petit peu le cas aujourd'hui avec SNCF Connect, que je trouve toujours aussi dégueulasse. Ils ont fait un revamp de l'interface, mais en fait, c'est toujours aussi chargé et incompréhensible. Raison pour laquelle j'ai continué d'utiliser Trainline d'ailleurs. Et tu vois, un autre exemple que je pourrais utiliser, c'est que moi, je fais ma comptabilité moi-même via un outil qui s'appelle Indy. Et pareil, en fait, tout est super bien pensé. Ils ont globalement automatisé la comptabilité, rajouté de l'intelligence derrière avec une interface qui est super belle, super fluide. Et moi, c'est ce genre de truc sur lesquels je connecte émotionnellement, où je me dis, c'est beau, ça fonctionne bien, ça me simplifie la vie. Donc pour moi, c'est une évidence et c'est ça un produit réussi, quoi. Non, mais je suis totalement d'accord. Mais en fait, pourquoi je pose cette question? Parce que ça paraît tellement évident et pourtant, j'ai toujours l'impression qu'on se dit toujours: «On verra plus tard» et c'est un peu par cette question, tu vois, j'ai un peu envie de la mettre en avant à chaque fois et par plein de petites touches, de faire des piqûres de rappel à tous les gens pour dire: «Bah si, c'est important de travailler ton parcours client», tu vois? Alors du coup, moi, j'en profite pour te poser une question que j'aime bien poser à mes invités. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé comprendre ou apprendre plus tôt dans ta carrière? Bah, le produit. En fait, non, mais en fait, comme je disais au début, moi, j'ai beaucoup été dans des, grosses entreprises et je crois que j'ai toujours eu cette frustration, mais sans la comprendre parce que je savais pas qu'est-ce qui me manquait à l'époque. Je me disais: «Je j'ai pas, il me manque quelque chose», mais je savais pas quoi et maintenant, j'ai vraiment cette sensation que c'est ce qui m'a toujours manqué, c'est de comprendre pourquoi je faisais les choses, ben, quel était l'intérêt vraiment final de je développais des fonctionnalités, en plus dans des grosses équipes et qu'est-ce que ça a apporté au final? Et où va mon produit? Et qui sont les utilisateurs? Tu vois? Et tout ça, bah, c'est vraiment un truc qui m'a manqué, tout le début de ma carrière, quoi et même moi, j'ai fait une école d'ingé en électronique et informatique et même là, bah, on m'a jamais parlé du produit, tu vois? Et je me dis: «Mais pourquoi?» Même à l'école, genre, j'ai fait 5 ans d'études quand même, j'ai jamais entendu parler de ça. Bon, à l'époque, c'était peut-être pas enfin, je sais pas si maintenant ils le font ou pas, à l'époque, c'était peut-être moins répandu en tant que produit, mais vraiment l'histoire de voir le produit de manière globale dans un environnement business et tout, pour moi, c'est trop important et je comprends pas que ce soit si peu, diffusé, quoi. Voilà. Ouais, en fait, la notion de produit et les rôles de PM sont arrivés quand même assez tard en France. Là où il y a 10-15 ans, ça a été déjà assez répandu aux US. Chez nous, ça commence à vraiment être connu depuis ouais, 7 ans, un truc comme ça, mais pas beaucoup plus. Et je pense que c'est aussi pour ça que t'en as pas, juste pas entendu parler avant, quoi.
Oui, enfin, j'ai discuté récemment avec des gens qui étaient encore, enfin, qui sortaient d'études ou quoi, et on parle toujours pas de produits, donc ça me rassure pas. Mais oui, après moi, j'étais beaucoup à l'époque du cycle en V, hein. Donc on était encore plus loin de toutes les méthodologies agiles, et cetera, quoi. Donc la culture produit était inexistante. Ouais, l'agile, moi, j'en ai pas entendu parler à l'école, quoi. Moi, quand je faisais mes entretiens, on m'avait dit de réviser le cycle en V, et puis quand je passais mes entretiens pour mes CDI, à chaque fois, c'était oui, alors vous connaissez bien le cycle en V, il fallait dire toutes les étapes. Ouais. Donc, comme quoi, il y a des choses qui évoluent, et je pense que de manière générale, s'il y a un truc à retenir, c'est qu'il faut toujours tester, faire évoluer les choses et essayer d'aller vers quelque chose de meilleur. Et je pense que c'est toujours, ça marchera comme ça, quoi. Il y aura toujours des évolutions, il y aura toujours des choses qui vont changer, et il faut s'adapter, itérer, et tester, et voir Et qu'est-ce qui communiquer. fonctionne. Et communiquer, bien sûr. Le plus important. Super. Bah, merci beaucoup, Tamara. Je suis trop content de cet échange. On a fait vraiment un focus produit avec des retours d'expérience, je trouve, assez concrets. Et je pense que ça va être vraiment utile. Et merci pour ta contribution. Ben, merci à toi aussi, parce que du coup, c'est un cross épisode, donc. Un crossover, ouais. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a inspiré ou motivé, abonne-toi, partage-le autour de toi et laisse-moi un avis pour aider encore plus de rêveurs. Toi aussi, tu as une idée, un projet ou une histoire à partager ? N'hésite pas à me contacter, je serai ravie d'échanger avec toi et pourquoi pas de t'accueillir dans un futur épisode. En attendant, souviens-toi, tes rêves sont à portée de main. Il suffit de faire le premier pas. À très bientôt pour un nouvel épisode de Take Your Dream.